en fait, j'ai commencé à travailler sur cette question de la maladie parce que ça correspondait à une nécessité pour moi. On m'a reproché un jour dans un jury, lors d'une audition, d'avoir un parcours philosophique pas très cohérent. Et moi, j'ai toujours pensé que la philosophie était là pour nous aider à penser nos problèmes, à les réfléchir, à les mettre en mots. Et ça me semblait là absolument nécessaire de revenir sur ces éléments. Et donc, je suis allée puiser dans la littérature, en fait, des récits d'expériences de malades. Mon idée, c'était de parler de la maladie, mais aussi de m'attacher au vécu du malade. La maladie en elle-même, qui serait détachée du malade, c'est déjà une espèce de mise entre parenthèses du sujet souffrant. C'est souvent comme ça qu'elle a été traitée en philosophie, comme une image du négatif, par exemple. Donc elle était illustrative, mais c'est comme si elle méritait pas en elle-même d'être centrale. Et c'est Virginia Woolf qui dit, mais la maladie et l'expérience amoureuse, c'est les deux plus grandes expériences dans l'existence. C'est des expériences de vie intenses. Et en ce sens, il me semblait que c'était vraiment une expérience philosophique qu'il fallait approfondir, décrire. En particulier, moi, ce qui m'intéressait ou qui m'interpellait le plus, c'était l'effet que cette expérience avait sur le sentiment d'identité du sujet. À quel point ça l'ébranle. Il y a comme une déconstruction du sujet dans l'épreuve de la maladie, parce que le ressenti physique va changer notre image corporelle, parce que tout d'un coup, un organe devient l'objet de nos obsessions. Et comment le sujet faisait pour survivre à cette dissociation qui est opérée à la fois par le ressenti, c'est-à-dire effectivement je ne pense plus que à la douleur que j'ai au poignet ou à la cheville ou à la tête. Ce que Michaud dit très bien dans l'un de ses poèmes qui s'intitule « Les rêves et la jambe », il dit que la souffrance fait démesurément grandir l'un des organes, l'organe souffrant, et c'est comme si tout d'un coup mon poignet était énorme, comme si ma jambe prenait des proportions démesurées. Donc cette dissociation, à la fois j'ai l'impression de la ressentir, et le regard médical ne fait que l'accentuer, puisque la médecine occidentale est vraiment celle de la fragmentation, le patient est découpé en morceaux, et d'ailleurs les spécialités de la médecine occidentale reproduisent cette découpe. Donc comment on fait pour maintenir une unité dans une expérience qui est celle qui au contraire nous coupe en deux ou nous coupe en 1000 morceaux, en tout cas nous ébranle extrêmement fortement. Et au début, j'ai voulu restituer cette violence expérimentée par le sujet, qui était liée à la souffrance physique, mais aussi la distance qui se crée avec la vie sociale et familiale, une forme de mise à l'écart, en particulier lorsque le patient est hospitalisé. On a vraiment cette situation-là de marginalisation. Finalement, c'est comme si on perdait des parties de notre identité, c'est-à-dire on perd celui qu'on était professionnellement, on perd un peu de sa fonction familiale. C'est ce que Nancy dit aussi très bien dans son ouvrage qui s'intitule L'intrus, où il parle de son expérience de greffier du cœur. Il dit qu'il peut plus vraiment jouer son rôle, ni sur le plan professionnel, ni son rôle de père, etc. Donc on est vraiment dépossédé d'éléments essentiels de notre identité. Et puis l'hospitalisation renforce ce sentiment-là d'être à l'écart, avec une ambiguïté quand même qui est intéressante, c'est que on parle beaucoup de l'hôpital comme ce qui nous coupe du monde extérieur, mais comme le dit Philippe Forest dans l'un de ses textes, c'est aussi l'hôpital, c'est ce qui nous accueille et nous protège. C'est-à-dire on est dans un moment de grande vulnérabilité, et pour certains, il vaut mieux être à l'écart des regards, qui vont être extrêmement parfois violents, parce qu'ils ont vu quelque chose sur nous qui était stigmate de la maladie. Et il parle de sa fille qui est atteinte d'un cancer et qui en meurt.
Et pour lui, finalement, l'hôpital est aussi ce lieu où on va être protégé de la violence, du regard des hommes et des femmes en bonne santé. Donc il y a cette ambiguïté, en fait. La violence, elle vient du milieu hospitalier, mais elle vient parfois tout autant du milieu normal, de la vraie vie, des gens sains. Et des proches qui, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, ils se protègent eux-mêmes de la douleur que ça peut engendrer en eux. Et puis qu'il y a quelque chose parfois d'incompréhensible, en fait. À croire que quand les choses arrivent brutalement, on a besoin de temps pour assimiler ce genre de... Et le patient et sa famille. Il y a quelque chose d'extrêmement douloureux dans le fait d'être proche de malades, un sentiment d'impuissance terrible. Donc, cette souffrance-là aussi, elle mérite d'être analysée parce que on parle beaucoup des aidants, les aidants familiaux, qui seraient soi-disant des aidants naturels. Mais c'est très difficile d'être à la fois le mari et l'infirmier, ou la mère et la soignante. C'est pas du tout le type de rapport qu'on a envie d'avoir, ni avec sa femme, ni avec son enfant. Donc, être un aidant naturel, à mon avis, l'expression est fausse. Au contraire, c'est tout le contraire du soin maternel ou parental que le soin médical. C'est un soin par essence qui est agressif. Changer un pansement, enlever des fils, faire une injection, tout ça, quoi qu'il arrive, même si c'est la personne la plus aimante qui fait ce geste, c'est un geste douloureux. Alors je me souviens d'un médecin qui disait: quand je fais une piqûre de la main droite, j'essaie toujours de faire une espèce de caresse de la main gauche pour rétablir cette humanité dans le soin. Et je crois que c'était une belle image de ce que peut être un soin humain, y compris dans les tout petits gestes. Je pense que ça se joue pas seulement dans les grandes démonstrations de la puissance technique de la médecine, mais aussi dans les tout petits, les soins les plus banals, les plus minimes, ceux auxquels on n'accorde pas une grande attention en médecine, je crois. Sur le plan philosophique, qu'est-ce qui a changé véritablement pour toi ces dernières décennies, quand Guilhem disait, ce que tu viens de dérouler, que la maladie était une nouvelle allure de la vie. Qu'est-ce que tu as pu percevoir, disons, dans ton travail philosophique qui indiquait peut-être de nouvelles directions pour parler et penser la maladie? Ce qui est sûr, c'est que ces dernières décennies, le soin est devenu une thématique centrale de la réflexion philosophique. Ça a commencé avec les philosophies du Caire aux États-Unis, qui étaient portées par des figures de femmes, de pensée féministe. Ceci dit, en France, on a eu ce questionnement sur la maladie et le soin, par exemple dans l'œuvre de Ricoeur. Il y a des textes de Ricoeur sur la souffrance, sur le jugement médical et ses 3 niveaux. Donc on a aussi une tradition de réflexion sur ces éléments-là. Aujourd'hui, je crois que du fait peut-être d'une prise de conscience, c'est-à-dire que de plus en plus des pathologies qui étaient mortelles deviennent des maladies chroniques, et puis aussi le développement de pathologies qui sont des pathologies liées à notre industrie, à nos modes de vie, etc. Quand même, la problématique de la maladie devient un élément de plus en plus présent, et de la santé évidemment, deviennent des éléments de plus en plus présents dans la réflexion contemporaine et la réflexion philosophique un peu technique. Et dans les magazines de santé, on peut voir la multiplication quand même de ces problématiques dans les médias. Ça devient un sujet vraiment de société. Donc, en ce sens, je pense que la parole aussi des malades a joué un rôle important, et notamment les malades qui ont le plus porté
haut leur voix, c'est les malades du sida. Et eux ont changé quelque chose de très important dans le regard sur la maladie, au sens où elle n'était plus taboue, quel que soit le jugement de la société sur leur pathologie. On pouvait en parler, non seulement on pouvait en parler, mais peut-être même qu'à certains moments, les malades peuvent en parler mieux que les médecins. Et pour les malades du sida, effectivement, c'était eux les experts de leur pathologie, finalement. C'était leur savoir mis ensemble qui était presque plus précis que des médecins qui tâtonnaient. Donc je crois que ça a aussi changé pour ça, parce que la voix des malades est devenue une voix importante et que c'est pas que ça ait contrebalancé les pouvoirs, que le pouvoir médical en était affaibli ou contesté, etc. Mais c'est juste que la maladie, c'est pas seulement ce que le médecin dit de la pathologie, c'est aussi ce que le malade en vit et ce qu'il en tire comme savoir de soi. Je pense qu'il y a une connaissance de soi du patient qui est encore trop peu exploitée par le médecin dans son diagnostic, etc. Donc évidemment, on laisse la parole aux patients, mais moi j'ai quand même eu le sentiment qu'à un moment, dans mon parcours, il y a eu une longue errance médicale avant le diagnostic définitif. Il y a des choses qui n'ont pas été entendues et qu'on a perdu du temps. Alors, bon, c'est facile de le dire rétrospectivement, mais je crois que oui, la voix des malades, c'est quelque chose qui a changé aussi sur cette question. Pierre Zaoui, que tu aimes bien, dit « Être ou avoir été malade, c'est perdre pour de bon le fantasme infantile de l'éternelle jeunesse, comme le fantasme de petit actionnaire d'un capital santé. » Alors, là, tu viens de parler de la voix des malades, mais comment la philosophe que tu es perçoit aussi maintenant la santé, la bonne santé, ou les gens en bonne santé. Dans Hors de moi, tu fais le portrait rapide d'un médecin qui se prévaut de sa bonne santé. Il a passé de bonnes vacances, il est bronzé, il fait du sport, il est très bien, il séduit, enfin bon, etc. Donc il y a aussi ce rapport-là, disons, à la santé que l'on avait auparavant, à la santé que l'on va recouvrer, et à la santé telle qu'on se la représente chez les autres, lorsque ceux-ci sont un peu impertinents par rapport à leur propre bonne santé. Ouais, je crois qu'il y a une illusion qu'on perd quand on est malade, c'est l'idée que la santé, ça serait finalement la récompense d'une vie saine. Alors, je ne dis pas que ça soit complètement détaché, effectivement, mais je trouve qu'il y a un discours qui est très culpabilisant pour ceux qui sont malades. C'est le discours de certains qui sont un peu naïfs quant à leur propre santé. On peut avoir de la chance et être en bonne santé longtemps. On peut être en bonne santé parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour ça et puis mourir brusquement d'un cancer du poumon alors qu'on n'a jamais fumé. Disons qu'il n'y a pas forcément de logique, il n'y a pas forcément de récompense. La bonne santé, elle est aussi de l'ordre de l'aléatoire. C'est le luxe de certains, et malheureusement, c'est ce qui manque à d'autres. Et puis, il y a quand même un truc important, il me semble, sur la santé aujourd'hui, c'est cette injonction à la santé, qui est évidemment complètement hypocrite, parce que par ailleurs, on va nous proposer un certain nombre de produits qui vont complètement à l'encontre de cette définition, mais une injonction à la santé qui est un peu fausse. C'est-à-dire qu'on pense que justement ce corps bronzé, musclé, qui se tient bien droit, etc., c'est le corps de la santé, alors que c'est effectivement le costume de la santé, mais c'est pas du tout l'équivalent d'un corps sain. Donc il y a une injonction qui est quand même assez violente à être en bonne santé, à tout faire pour le rester, et qui va être très culpabilisante pour ceux qui tombent malades ou ceux qui naissent malades. Et puis l'autre chose qu'il faudra réfléchir dans les années à venir, c'est
enfin qu'on réfléchit déjà dès maintenant, mais c'est le lien entre justement toutes nos données de santé, tous les instruments numériques qui la suivent, qui l'enregistrent. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces datas, comment elles seront utilisées. Il y a déjà des propositions pour récompenser les individus qui se mettraient à faire du sport, qui arrêteraient de fumer, des propositions d'assurance maladie par exemple. Donc qu'est-ce que ça présuppose d'emblée comme traitement totalement inégalitaire entre ceux qui ont les moyens d'une certaine manière de se maintenir en bonne santé, moyens financiers ou moyens physiologiques, hein, et puis ceux qui naissent déjà malades ou qui tombent dans la maladie d'une manière complètement indépendante de la volonté. Il y a quand même quelque chose, il y a un arrière-fond qui est très tenace, hein, c'est qu'on est quand même un peu responsable de sa maladie. C'est ce que déjà Sontag disait, hein, si on a le cancer, c'est parce qu'on est trop stressé, on culpabilise, enfin voilà, il y a tout ce discours d'une responsabilité du patient. Et puis il y a aussi certaines approches qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui dans ma façon d'agir, de vivre a pu provoquer la maladie. Donc il y a quand même cette problématique-là, cette tentation de renvoyer au malade la responsabilité de sa maladie. Comme ça me conforte dans l'idée que moi ça m'arrivera pas parce que justement je fais tout bien. C'est une belle illusion, mais c'est effectivement complètement faux. La maladie, c'est aussi l'horizon de la guérison, et la guérison n'est jamais le recouvrement d'un état de santé initial. Ouais, ça c'est ce que Canguilhem montre bien. Il dit que la santé, c'est comme une espèce de luxe qui fait que je peux aller au-delà de mes possibilités. Je suis en bonne santé, donc je peux courir ce marathon. Ça ne veut pas dire que je pourrais en courir 10 d'affilée, mais je peux puiser dans des réserves de santé qui me permettent d'aller au-delà de mes limites physiques habituelles. À chaque fois que je tombe malade, je réduis ce capital santé, et donc quand je guéris, j'ai perdu un peu de ce capital. Je serais peut-être plus capable, après cette blessure, de faire encore autant de marathons que précédemment. À partir de là, on voit que ce que Canguilhem essaye de déconstruire, c'est le mythe d'un homme qui effectivement repartirait toujours de zéro en termes de santé, avec toujours les mêmes capacités. Et on voit, il essaye d'expliquer ça. Il y a un texte qui s'intitule « Pédagogie de la guérison ». Il faut bien comprendre que la guérison n'est pas un retour à la case départ. Et pourtant, malgré les mises en garde de Canguilhem, cette idée, non seulement elle est tenace, mais c'est celle qui alimente tous les fantasmes du transhumanisme, des cyborgs, etc. L'idée de l'homme réparé, qui a tellement de succès quand même aujourd'hui, hein, qui est portée par des grands scientifiques. Cette idée-là, il suffirait de relire Canguilhem pour comprendre à quel point elle est fausse. Et puis, quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a à bien entendre avec une prothèse auditive, à bien marcher avec une prothèse de hanche, tant mieux si un jour on peut faire qu'on entend mieux avec de l'artifice que sans. Mais je trouve qu'il y a un écart total entre quand même la sensation que peut avoir le patient d'être en train toujours de bricoler, hein, avec les instruments que la médecine lui propose, et cette représentation d'une médecine ultra technique, ultra performante, qui fait de l'homme réparé ou amélioré un homme qui jouirait de sa santé d'une santé de jeune homme jusqu'à 60 ans, etc. Je trouve que là, il y a quelque chose, encore une fois, d'extrêmement violent pour les patients qui, eux, ont du mal à descendre l'escalier avec leur prothèse de hanche, quoi. Il y a un écart entre ce que les médias aiment diffuser comme image de la médecine performante et puis ce que le patient vit. Et du coup, on comprend pourquoi il est extrêmement désarçonné. C'est que les images de la médecine dans laquelle il a baigné, elles sont à milieu de la manière dont il va être soigné, lui, au moment présent. Donc, il y a aussi une violence de ces images-là que les médias répercutent avec plaisir.